Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. Aujourd'hui, les pronostics de l'UFC 259, carte absolument monstrueuse, Ah ouais. chargée comme jamais. On va voir, parce que vous nous connaissez, on est très très bon en pronostics. Si Israël Adesanya va s'imposer contre Jan Blachowicz et les autres title fights, mais aussi le reste de la main card. Générique Serge. Soit. Mon cher Rust, donc c'est parti. L'UFC 259 qui a lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Je rappelle, comme à chaque fois, la diffusion, bien évidemment, légale, parce que c'est important. Les gens nous disent souvent sur quelle chaîne c'est. Donc, les préliminaires sont sur l'UFC Fight Pass et la carte principale est sur RMC Sport. On vous met ça dans la description si jamais vous voulez avoir les horaires de la carte et viser environ. Alors, attendez, là, c'est un petit peu n'importe quoi. Et donc, viser pour cette carte, hop là, tac. Au niveau des horaires pour le main event, parce qu'on sait bien évidemment que c'est ce qui vous intéresse, pour le main event, vous pouvez viser environ, bien évidemment, 4h30 du matin. Oula, pardon, autant pour moi, la carte principale commence à 4h du matin, donc visez le classique en 7h, 7h30 pour le main event. Alors mon cher Rust, on va commencer par le premier combat de cette carte principale. Donc là, rendez-vous à 4h du matin. 4h du matin sur MC Sport pour la main card. Thiago Santos, Alexander Rakic, le numéro 2 contre le numéro 4. Ça commence comme ça. C'est monstrueux. Hein. En vrai, le combat est monstrueux. Non, en vrai, on va pas se le cacher. Alors déjà, premièrement, en fait, c'est vrai que sur les combats, tous les combats là qu'on va aborder, à la limite, à part le combat de Amanda Nunes, ils sont tous assez chauds à pronostiquer quand même. Putain, Enfin, parce qu'Amanda Nunes, elle est à... Oh la vache. Elle est à moins 1250 au niveau des odds. C'est... D'accord, donc c'est... Grosso modo, c'est censé être une piste de ski, en fait. Enfin, c'est vraiment... Normalement, il n'est censé y avoir aucun suspense. Ouais. Mais c'est vrai qu'à part ça, les combats sont quand même assez chauds à pronostiquer. Et Yann celui-là, Sterling, il n'y a pas de favori. Yann Sterling, il n'y a même pas de favori. Les deux sont à moins 110. Ouais. Alors que moi, j'aurais mis Yann plutôt. Mais on va le voir. On va le voir dans quelques minutes. Alors, commençons par Rakic, Thiago Santos. Personnellement, moi, ce que j'ai dit à Poyomso, il n'était pas d'accord avec moi. Mais moi, je pense qu'Alexander Rakic ne va jamais, mais alors jamais, prendre le risque de rester debout et d'échanger avec Thiago Santos. Et je pense qu'après ce qui s'est passé, après ce que j'ai vu notamment, ce qu'on a vu lors du combat contre Anthony Smith, où moi il m'a vraiment agréablement surpris Rakic, tu vois, où j'ai trouvé qu'il avait très très bien progressé en grappling, il avait surtout montré qu'il pouvait maintenir les positions, et certes c'était pas son combat le plus impressionnant, mais il avait fait ce qu'il fallait faire pour gagner, et je pense qu'avec Thiago Santos, où tu sais que la créativité du mec, plus sa puissance, en fait tu peux pas le gérer debout, donc... À part si tu t'appelles John Jones, bien évidemment. Et encore, c'est un petit peu chaud parce que le gars va te fusiller les jambes. C'est en 3 rounds. Et c'est en 3 rounds. Et c'est en 3 rounds, merci mon cher Ross. Je pense qu'il va vraiment prendre aucun risque, Rakic. Non, il aurait tout intérêt. Très franchement, il aurait tout intérêt à ne prendre aucun risque. Alors après, évidemment, on n'est jamais à l'abri d'une surprise où le mec choque la planète et met KO Thiago Santos. Même si c'est quand même un peu chaud, mais pourquoi pas. Mais effectivement, là, c'est vrai que c'est vraiment typiquement le genre de moment où Rakic, déjà, c'est tout bénef pour lui, en fait, s'il montre qu'il est un combattant complet et en battant Thiago Santos. Parce que, là, tu l'as dit clairement, il est très bon, Rakic, mais il a déjà été égalé debout, il a déjà été même battu debout. Et là, contre Thiago Santos, le jeu... C'est beaucoup trop risqué. C'est le chaos qui t'attend, en fait. Si jamais tu zigues au lieu de zaguer, tu vois, comme disent les Anglais, c'est beaucoup trop risqué. Et là, il a vraiment tout intérêt à effectivement montrer qu'il est capable d'être hyper complet dans son approche, de mixer les takedowns avec le striking, d'essayer de crever un petit peu Thiago Santos, qui est très explosif, en le grindant un peu au sol ou contre la cage s'il faut, mais c'est un peu chaud de le maîtriser contre la cage. Mais ouais, il aurait tout intérêt à essayer de l'user un petit peu et de lui apporter trop d'informations en termes de menaces de takedown, en termes de grappling, en termes de tout ce que...
pour essayer de le canaliser un peu. Parce que c'est vrai que s'il a une approche en mode, bon, bah, on va rester debout et je vais prouver à la planète que, c'est ce qui serait entre guillemets «intéressant» aussi, hein, parce que s'il fait ça et qu'il y arrive et qu'il met KO Dos Santos, mais c'est Ouais, chaud, mais qu'il met KO Santos ou qu'il le bat, bon, bah, là, au moins, c'est vrai que théoriquement, c'est vrai que si c'est son approche, les matchmakers de l'UFC vont se dire: «OK, le mec clairement il a des couilles en adamantium. En plus de ça, il vient de battre un mec qui était terrifiant et qui a fait jeu égal avec John Jones debout c'est ça. et bon, bah, là, c'est difficile de ne pas le replacer immédiatement pour un title shot». Alors qu'on Ouais. rappelle, Thiago Santos a perdu contre Glover Teixeira, son dernier combat. Exactement. Mais là encore, en Donc mettant à chaque fois 2 fois knockdown Glover Teixeira, si je m'abuse, et le mettant ouais, salement dans le dur, donc debout, et à chaque fois, c'était en grappling et dans les amenés au sol qui s'est complètement fait dépasser Thiago Santos. Et puis pour le coup, c'est vrai, quand on ouais, regarde les précédents adversaires d'Alexander Rakic, tu vois, hormis Jimmy Manuwa, mais qui était sur la fin, puisque de toute façon, c'est, je crois, le dernier combat de sa carrière, euh, il n'y a personne qui présentait ce danger debout en termes, tu vois, d'explosivité. Parce que pareil, Volkanos Demir, certes, il s'incline par décision partagée, mais aujourd'hui, Volkanos Demir avait quelques petits pépins physiques qui font que c'était plus le no-time qui a été jusqu'au titre aussi. Donc c'est pour ouais, ça que moi, je pense vraiment les progrès qu'il a montré lors de ses derniers combats dans sa capacité à mixer un petit peu et aussi ce qu'a montré Thiago Santos lors de ses derniers combats font que je pense que le game plan sera clairement pas de rester debout face à lui. ouais. Oui, oui, c'est ça, d'autant plus que, comme tu l'as dit, c'est vrai que contre Glover Teixeira, effectivement, on a vu que la solution pouvait être aussi la soumission, tu vois, face à Ouais. Thiago Santos pour s'en sortir. Donc, oui, oui, non, clairement, c'est voilà, ça va être intéressant de voir effectivement. Il aurait tout intérêt à utiliser une approche plus complète. Comment s'en sort Rakic justement si c'est ça qu'il fait? Du coup, Pronostic, le pronostic, pronostic. du coup, franchement, je crois que je vais mettre Rakic parce que je me dis: il a encore énormément à prouver et il n'a pas encore eu, lui, son title shot. Il a eu des hauts et des bas, mais il est encore relativement jeune, Rakic, il me semble. Et je me dis qu'il peut créer la surprise, effectivement. Il peut créer la surprise en battant Thiago Santos. Le finir, c'est peut-être un peu chaud, surtout en 3 rounds où Thiago Santos va pouvoir faire, enfin, physiquement être ultra imposant et présent et du premier au dernier round. Mais il peut, voilà, il peut faire une démonstration technique, je pense, face à Santos. Donc pourquoi pas. Eh bien, je vois Rakic par décision unanime également, mon cher Rust. Rakic qui est favori des bookmakers. Bien. Et là, Oh, deuxième combat de la main carte, et oui, et très attendu, je pense, en France. Islam Makhachev contre Drew Dober. Souvenez-vous, les deux avaient dû s'affronter lors de l'UFC on Fox 19. Il y avait même eu le face-à-face lors de la pesée, mais Islam Makhachev avait testé positif au meldonium et donc suspendu et le combat avait été annulé. Et donc là, 5 ans plus tard, il se retrouve en main card d'un pay-per-view. Donc d'un côté, on a Islam Makhachev qui est vu par beaucoup comme l'héritier de Khabib Nurmagomedov. Toute la team, a.k.a. le voit comme un futur champion. Et en face, Drew Dober qui lui reste sur tout simple, enfin qui a jamais été aussi bon. Après, c'est vrai, une carrière un petit peu en dents de scie. Et donc là, voilà, c'est un test intéressant pour Islam Makhachev. Mais pour ma part, je suis un petit peu déçu qu'il y ait ce combat-là après le test qu'il devait avoir contre Rafael Dos Anjos, où on aurait vraiment su ouais. où en est Islam. Et clairement, je pense vraiment qu'il va s'imposer en cruisant face à Drew Dober. Parce que tout simplement, pour moi, le sol d'Islam Makhachev sera vraiment de trop. Voilà. Ouais, c'est ça, franchement, Drew Dober, il est bon, en plus, il est excitant à regarder combattre et tout. Mais c'est vrai que Makhachev, même si c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas vu la même dominance par Makhachev sur ses adversaires que l'avait Khabib, mais c'est normal, personne n'arrive à faire ce qu'a fait Khabib. Mais du coup, en revanche, même si on n'a pas vu la même dominance, d'un autre côté, je crois quand même que pour réussir à résister à Makhachev, faut quand même être d'un certain calibre et je sais pas si Drew Dober est de ce calibre. C'est un excellent, excellent combattant, Drew Dober, mais il faut quelqu'un de spécial quand même pour réussir à contrecarrer un mec comme Makhachev. Donc je vois aussi une domination en creusant de Makhachev, très honnêtement. Formidable, mon cher Russ. Et puis c'est vrai que, enfin, tu vois, même au niveau enfin, on va dire que ce sont deux noms, mais même au niveau de ce que les mecs ont montré récemment, au niveau de là où Drew Dober a été mis en difficulté ces derniers combats, c'est Olivier Aubin-Mercier,
excellent au sol, notre cher Olivier Aubin-Mercier. D'ailleurs, bonjour à nos amis québécois. Et Benel Dariush aussi, qu'on a pu voir récemment contre Ferreira, qui est absolument... Ferreira. Pereira, à chaque fois je me trompe. Ferreira, si je m'abuse, Diego de son prénom. Donc bref, lui aussi qui est assez monstrueux. Donc tu vois, je suis un peu surpris de la part de l'UFC parce que c'est vrai que Drew Dober, avec ce qu'il a montré ces derniers temps, ils auraient pu, tu vois, un petit peu, je vais pas dire plus le pousser, mais tu vois, se dire, on peut en faire un animateur, pourquoi pas de la catégorie. Là, clairement, il est sur une série de victoires. On va chercher à un petit peu le briser. Puis c'est vrai que même Islam Makhachev, tu vois, quand on regarde ses derniers combats, moi je trouve, hein, c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais quand tu as fait Arman Saroukian puis Davi Ramos, affronter Drew Dober, c'est pas vraiment pour moi une progression. Ouais, c'est ce que je trouve aussi, c'est-à-dire qu'il reste sur un calibre de très bons adversaires, mais qui sont pas non plus un step-up à chaque fois. Je suis assez d'accord, en fait. Et c'est pour ça que, bah, voilà, encore une fois, le regret qu'on n'ait pas eu Dos Anjos, bah, là, on réappuie dessus, tu vois? Parce que, ouais, on n'a pas l'impression d'une montée en puissance, en fait, pour Makhachev. Après, du coup, c'est normal aussi puisque ses combats sont annulés et s'il avait battu Drew Dober, peut-être qu'effectivement, on aurait pu ensuite gagner du temps. Mais ouais, voilà, c'est un combat qui sera intéressant, mais dont on ne pourra pas déduire grand-chose, en fait, à part pour, Dober s'il gagne, mais si Makhachev gagne, on ne pourra pas en déduire grand-chose. On espère en tout cas avoir ce combat contre RDA très prochainement. En tout cas, les deux le veulent. Premier title fight de la soirée, les gars. Yann contre Sterling. Yann contre Sterling pour le titre bantamweight. Yann, donc c'est le bordel, oui, c'est le bordel où je suis. Il y a des gens qui sont en train de faire des travaux et qui sont absolument insupportables depuis maintenant 2 semaines. Voilà, donc si vous entendez quelques bruits ici et là, bah voilà, tout simplement. Ils n'ont même pas prévenu, hein. C'est pour ça que je dis qu'ils sont insupportables. J'ai été obligé de les voir pour dire qu'est-ce qui se passe, alors que ce sont les voisins du dessus. D'accord. Respect, mon cher Putain. Ross, je vous le demande pour nos auditeurs. Alors donc, Yann, absolument monstrueux depuis son arrivée à l'UFC, en face, donc en striking, capable aussi de mixer, d'imposer un rythme absolument monstrueux à tous ses adversaires, y compris à notre cher José Aldo, qui a fait jeu égal pendant 3 rounds avant malheureusement de sombrer la légende brésilienne. De l'autre côté, Aljamain Sterling, américain, extrêmement bon au sol, et c'est là que c'est intéressant parce qu'on a une opposition entre les deux, mais, et c'est pas un petit mais, et là pour moi c'est ce qui va être très très chaud pour Sterling, c'est il a le record, et un triste record à l'UFC, c'est le seul combattant qui a plus de 800 frappes à l'UFC frappes significatives à l'UFC sans avoir scoré le moindre knockdown. 832 frappes, 0 knockdown. Et c'est terrible. C'est étonnant comme stat quand même. Ouais, c'est étonnant, mais c'est assez triste parce que le problème, c'est que je pense que Yann, qui est extrêmement intelligent, il l'a montré, il va l'attendre. Et même Sterling l'a dit, tu vois. Il a dit, bah, à partir du moment où je l'aurai mis au sol, ce sera bon pour moi. Il va l'attendre que sur un seul domaine, en fait. Et je pense que face à un mec du calibre de Yann, c'est juste insuffisant. C'est triste, hein, mais pour moi, c'est juste insuffisant. Mais c'est là où c'est aussi impressionnant quand même, il faut le dire, d'avoir quelqu'un comme Petrian, c'est que honnêtement, Aljamain Sterling, il est aussi très, très bon debout. Franchement, Aljamain Sterling, bah, il a battu Pedro Munoz, mais si je me souviens bien, il l'a battu debout aussi, tu vois? Et honnêtement, c'est quand même assez impressionnant. Ça montre que quand on sait aussi que du coup, effectivement, quand tu es au sol avec Aljamain Sterling, tu as intérêt à t'accrocher Jeannot parce que ça va secouer quand même, mais debout aussi, il est vraiment très, très, très chaud. Le souci, et il est vraiment, et c'est beau à voir. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a, voilà, comme tu l'as dit, qui a juste une énorme frappe et du coup il terrifie tout le monde. C'est vraiment, il est technique, il arrive énormément à mixer son striking, les mains, les pieds, faire des combinaisons en avançant, en reculant, très bonne gestion des distances et tout ça. Mais effectivement, il ne fait pas mal. Il fait pas, il ne, il n'est pas capable d'être incisif comme le sont, par exemple, dans la catégorie effectivement des José Aldo, comme le sont des Petrian. Et c'est vrai que c'est là effectivement où le bas blesse, c'est que par contre Petrian, il fait tellement mal, il est ultra sharp aussi. Techniquement, je le mets encore un cran au-dessus au niveau de la profondeur de ce qu'il est capable d'apporter. Et en plus de ça, alors au-delà du fait qu'il a l'air interminable debout, enfin, quand on voit ce que José Aldo lui a balancé en termes même de body shot, de low kick, de tout, le mec, jamais il a bronché. C'est terrifiant. Et du coup, ben, c'est vrai que debout, même si Aljamain est très bon, ça risque vraiment d'y avoir une classe d'écart. Et le problème, c'est que oui,
il faudrait que Aljamain amène Petr Yan au sol. Mais même s'il est très bon, c'est pas du tout facile. Et Petr Yan, je sais pas s'il restera champion longtemps, mais je pense. Parce que très franchement, parce qu'en fait, et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce il bénéficie pas, tu sais, d'une aura, ou il bénéficie pas d'un. C'est pas le champion le plus médiatique. C'est pas le champion où il est connu des fans. Il est connu pour écraser tout le monde. Enfin, il écrase tout le monde, mais qu'est-ce que je veux dire? Il est pas. C'est pas un Adesanya, tu vois. Il est pas connu pour être juste intouchable. Contre José Aldo, il avait perdu. Il avait fait. José Aldo avait fait jeu égal sur les 3 premiers rounds. Mais tu regardes quoi en fait là? Je regardais, mon cher Rust, les derniers combats de Petr Yan, c'est pour ça. Et je regardais les types d'adversaires et c'est vrai que doesn't smell good to me. Doesn't smell good to me pour notre cher Aljo. Ouais. Non, c'est pour ça, ça va être très chaud, ça va être tendu. Ça va être tendu donc pour Aljamain Sterling. Ross qui a été coupé dans son envolée lyrique. Parce que pour toi, donc, qu'est-ce qui fait que tu penses pas qu'il va être champion longtemps? Parce que c'est vrai que ça fait partie de ces gars-là. Moi, je le compare un peu à José Aldo, Yann, dans le sens où c'est pas un mec qui, en dehors de la cage, va nous subjuguer par ses punchlines, par ses déclarations. Mais par contre, c'est une vraie présence quand il est à l'intérieur. Et toi, c'est pour ça que tu disais, c'est peut-être, enfin, dans le sens peut-être que l'UFC va pas le pousser, non? Que non, je sais plus pourquoi je dis ça. Mais bref, en tout cas, tout ça pour dire que notre cher Petr Yan affronte Aljamain Sterling. Et c'est vrai que, en fait, quand je regardais les derniers adversaires de Yann, c'est vrai, tac, ouais. Donc Yann, ouais, c'est vrai, John Dodson, Jimmy Rivera, Faber, et donc là, José Aldo pour obtenir pour obtenir la ceinture. Non, c'est monstrueux, hein. C'est absolument Compliqué, monstrueux. compliqué, mais d'un autre côté, je vais pas dire le seul espoir que j'ai, mais moi, Aljamain Sterling, là où il m'a vraiment agréablement surpris, mais je pense que tu peux pas faire ça 2 fois, c'est dans son combat contre Cory Sandhagen, où il a vraiment pris Cory Sandhagen de court pour le coup. Où là, c'était écrit danger sur tous les côtés le combat, et, euh, et il a réussi à le soumettre en 1 minute 28, et Cory Sandhagen n'a même pas eu le temps en fait de rentrer dans le combat. Enfin, ça a commencé, ça a retrouvé avec un sac à dos de 70 kilos, donc c'était très compliqué pour lui. Et pour moi, c'est un peu le seul moyen pour lui, je pense, à mon avis, de réussir à s'en sortir face à Petr Yan, parce que je pense que tu vois le rythme qui va être imposé, le fait que Yann pourra l'attendre, et surtout, et là aussi où je pense que ça va lui faire assez bizarre, à mon avis, même s'il a déjà affronté des lutteurs, bien évidemment, mais je pense que Yann pourrait aussi aller au sol, tu vois. Pas au début, hein, pas au Ah début oui, du oui, sans combat, mais souci, hein. je pense qu'il pourrait aller aussi au sol. Et c'est ce qui m'inquiète un tout petit peu pour Aljamain Sterling. Ah oui, non, sans souci. C'est là où effectivement c'est chaud, c'est que c'est vrai que Cory Sandhagen, il est particulièrement connu pour son striking et au sol, c'est vrai qu'il y avait clairement, il y avait entre guillemets, c'est là où il y avait l'ouverture claire et nette pour Aljamain Sterling. Contre Petr Yan, c'est pas du tout aussi évident. C'est-à-dire que le mec est tellement complet et tellement bon partout que même si tu vas au sol, c'est pas pour autant que c'est terminé en fait. Et du coup, c'est pour ça que même si le combat va être très intéressant, je pense quand même que et je suis étonné de voir qu'il y a pas de favori parce que quand même je mets Petr Yan Ouais. et je mets Petr Yan, c'est peut-être le combat où je suis avec, celui d'Amanda Nunes le plus pas sûr parce qu'on n'est jamais sûr, tu vois? Mais confortable dans l'idée que j'en ai, de la manière dont ça va se faire, tu vois? Et Donc pour, victoire de Petr Yan. et pour finir, mon cher Rust, ce que je voulais ajouter par rapport... Oh, ça fait des pop-pop un peu partout. Je voulais ajouter par rapport au combat de Yann contre Sterling. Moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que mine de rien, ça va être le premier combat en 5 rounds d'Aljamain Sterling. Et là aussi, pour moi, ça a son importance, dans le sens où je pense notamment, tu vois, au combat contre Pedro Munoz. C'est vrai que j'ai pas énormément vu Derrière. j'ai pas énormément vu Aljamain Sterling au cours de sa carrière, tu vois, pouvoir gérer. Et je pense notamment au combat contre Pedro Munoz, où tu avais une folle intensité, comme si finalement il y avait code crédit limité au niveau du gas tank. Mais là, je pense, face à un mec contre Yann, qui a montré contre José Aldo, qui a fait quelque chose que, il a littéralement noyé José Aldo, ce qu'avait fait auparavant Max Holloway, mais là, c'était encore plus impressionnant parce que on avait vraiment un José Aldo qui faisait jeu égal avec lui et qui était
On n'avait jamais vu un aussi bon José Aldo depuis des années. Donc, c'est ce qui était d'autant plus impressionnant. Et là, c'est ce qui, moi aussi, c'est un point d'interrogation supplémentaire au sujet de Sterling, c'est va-t-il pouvoir tenir la distance aussi face à Petrel? Alors, peut-être que c'est lui qui va réussir à le noyer sous sa pression physique, sous la pression rapide, ou au contraire que justement, ça va être de trop pour lui. Après, c'est vrai que l'avantage, c'est que Sterling, il n'a pas non plus un style qui est ultra explosif, en fait. Il travaille aussi en volume quand il le faut. Il est bon. Il est capable de mettre une forte intensité, mais effectivement, sans jamais être dans des explosions à la Romero, en fait. Du coup, je pense que ça devrait aller au niveau. Alors, théoriquement, au niveau Gastank, le problème, c'est qu'effectivement, il y a le fait que tu as un style qui est plus favorable pour aller dans les rounds de championnat. Donc, c'est le cas de Sterling, je pense. Mais le problème, c'est que tu as aussi ce qu'apporte Yann. C'est-à-dire qu'il va y avoir. Il va y avoir les body shots, il va y avoir la pression, il va y avoir l'intensité et la panique que peut apporter Petrian quand il commence à mettre la marche avant. Donc, théoriquement, je pense qu'il a le style, Aljamain Sterling, pour durer sans aucun souci. Le problème, c'est que c'est contre Petrian, quoi. Oh, c'est tout résumé. Maintenant, place au co-main event, Amanda Nunes contre Megan Anderson. Bon, alors, mon cher Russ, vous me pardonnerez ma nouvelle recherche. Ce que je trouve un peu terrible avec ce combat, c'est que clairement, pour moi, ils auraient dû le faire dès que Megan Anderson, et je recherchais, voilà, dès que Megan Anderson, en fait, est arrivée de l'Invicta, parce qu'ils l'ont fait venir de l'Invicta en tant que nouvelle grosse challengeuse pour la catégorie featherweight. Mais le problème, c'est qu'elle est tombée directement contre Holly Holm et qu'elle a été battue. Et depuis, on sent qu'il y a cette volonté de l'UFC de toujours pousser Megan Anderson en tant que challengeuse pour Amanda Nunes, sauf que personnellement, moi maintenant, j'y crois plus du tout parce qu'il y a eu cette défaite contre Holly Holm, il y a eu cette défaite contre Felicia Spencer et le reste des adversaires battus par Megan Anderson, elles sont fortes, mais c'est pas du tout calibre champion. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout simplement, on se retrouve avec un combat qui est extrêmement déséquilibré et sauf accident, mais vraiment sauf accident, pour ma part, hein, je pense que Amanda Nunes va s'imposer. Mon cher Ross, on n'a même pas fait nos pronos pour Islam Makhachev contre Drew Dober Si, je Yann. crois qu'on avait dit, On a, Islam Makhachev par décision et tranquille, enfin, qu'il allait battre Tour d'Auber. oui, on a dit qu'il allait battre Drew Dober, mais pas comment. Ouais, pour moi, décision. Toi aussi? Oui, moi aussi, ouais. Et pour Yann Aljamain Sterling? Je mets Petrian par TKO ou Round 4. Eh bien, je mets Yann par ticket au round 3. et donc, ouais, donc Amanda Nunes contre Megan Anderson. D'ailleurs, il y a même plus de classement dans cette catégorie featherweight féminine. Ah, d'accord, ils ont juste abandonné le truc, en fait. Ok. Bon, voilà. Mais c'est ça, en fait. Le truc, c'est que si Amanda Nunes prend le combat au sérieux et, entre guillemets, parce qu'en fait, ça peut être aussi un problème, hein, c'est qu'elle est tellement dominante et le challenger, théoriquement, n'est tellement pas à son niveau qu'en fait, Amanda Nunes pourrait faire partie un petit peu de ces cas d'école de personnes qui peut-être s'entraînent un petit peu moins parce qu'ils sont beaucoup trop dominants et du coup se font surprendre. Et ça, je n'y crois pas, Mais Russ. je pense pas. Il y a eu le Je combat pense contre pas. Felicia Spencer, en fait, tu vois. Il y a eu ce combat contre Felicia Spencer, et c'est vrai que, pour le moment, les combats d'Amanda Nunes, tu vois, à part, alors, c'est reparti, on reprend notre petit historique. C'est vrai que quand on regarde les derniers combats d'Amanda Nunes, ce qui est bien, c'est que, tu vois, elle a montré contre des adversaires, tu vois, de calibre, vraiment, quand je dis calibre all-time, donc je pense à Holly Holm, je pense à Chris Cyborg, qu'elle était même Germaine de Randamine d'une certaine manière, parce qu'en plus, il y avait une petite revanche entre les deux. Elle a montré, tu vois, qu'elle était vraiment là et qu'elle était appliquée. Mais d'un autre côté, quand elle doit faire ses défenses de ceinture contre des adversaires, on va dire, tu sais, juste pour rester active, je pense à Felicia Spencer, je pense à Raquel Pennington, bah là aussi, elle est vraiment présente à mon avis. C'est surtout, Rost en Ouais. parle souvent, et là, c'est très important, mais pour moi, je pense qu'elle sait parfaitement ce que lui apporte son statut de champ par rapport au fait, c'est d'être juste une fille parmi tant d'autres. Ouais. Oui, non, c'est clair. C'est pas forcément évident dans le monde du MMA de sortir du lot dans le MMA féminin parce que le niveau est un peu plus faible et elles sont un peu moins médiatiques. Elles ont un peu moins d'impact médiatique que leurs homologues masculins. Mais du coup, en revanche, et c'est là où c'est monstrueux, c'est que elle fait tout parfaitement, Amanda Nunes. Elle sait que son statut de champ et son ultra dominance dans les deux catégories fait d'elle quelqu'un de tellement extraordinaire que effectivement, même les observateurs, comment dire, un peu casual, la connaissent et sont en mode ouais non, elle est vraiment monstrueuse.
Donc effectivement, c'est assez stylé. Et du coup, oui, voilà, pour tout ce qu'on a dit, je pense qu'on va avoir droit à un KO de Amanda Nunes. Moi, je mets round 1 ou 2. Wow, ok. Ben, c'est quand même son game et Ouais, ouais, ouais. elle a des points tellement durs et elle est théoriquement tellement au-dessus de Megan Anderson que voilà. Wow, J'ai du mal à voir. Ouais, toi aussi? bah, non, pas dans le sens où après il y a Amanda Nunes et il y a le reste du monde aussi, tu vois. Mais finir Megan Anderson, ce serait fou et je pense que ça marquerait vraiment la fin de la catégorie featherweight. La raison me pousse à mettre décision unanime, mais c'est vrai que d'un autre côté, j'ai du mal à voir Megan Anderson tenir 5 longs rounds face à Amanda Nunes. Donc ouais, je vais dessus. Ouais. Je pense TKO, allez. TKO round 3. Parce qu'en fait, ça va dépendre aussi de l'approche de Megan Anderson. Parce que évidemment, tout le monde sait que les rounds 1 et 2, si jamais tu mets la pression à Nunes, c'est comme genre mettre ton poing dans un piège à loup, en fait. Enfin, ça sert à rien. Et du coup, elle aura peut-être une approche qui sera extrêmement, pas forcément défensive, mais prudente, qui fait qu'elle va peut-être de genre d'essayer de outpointer en utilisant son allonge, en utilisant la distance, de gagner au point face à Nunes. Mais je sais pas, j'ai la sensation que même si elle essaye de faire ça, le moment où Nunez va vouloir accélérer, ça va être très chaud, quoi. Donc c'est vrai, peut-être pas round 1 ou 2, mais en tout cas dans les 3 premiers rounds, jouer un KO de Nunez. Eh bien voilà, en tout cas bravo à Amanda Nunes qui a quand même réussi à inverser la tendance et à aujourd'hui être poussée par l'UFC pour tout ce qui est communication. On espère, moi en tout cas j'espère, la trilogie contre Valentina Shevchenko d'ici la fin de l'année pour qu'il y ait un dernier challenge pour Amanda Nunes parce que chez les Bantam, comme chez les featherweight, il y a pour l'instant vraiment personne qui peut... Ah, c'est le désert de Gobi, hein. Exactement, le désert de Gobi, mon cher Rust. Main event. Jan Blachowicz, Israël Adesanya. Pour le titre Light Heavyweight, des incidences énormes parce que surtout du côté d'Israël Adesanya, si Israël Adesanya s'impose, alors là, on sera sur l'autoroute du GOAT tout simplement pour Easy, mon cher Rust. Et alors que d'un autre côté, Jan Blachowicz, ce qui est bien quand même, hein, c'est qu'il est très sous-côté, je trouve, dans l'attente de ce title fight, première défense, mais tu vois, on a un peu ce côté champion par défaut. D'un autre côté, c'est vrai qu'il n'a pas battu le champion pour être le champion. Donc on peut comprendre ça un petit peu. Mais voilà, opposition de style entre deux adversaires. Mais là, je rejoins Fernand Lopez, qui l'a dit dans King and the G. Et c'est comme ça, comme c'est lui qui le dit, je ne me mouille pas trop. Hors accident, je pense que ça va être assez tranquille pour Israël Adesanya. C'est ce qu'on aurait tendance à se dire, effectivement, parce que, bah, voilà, il a déjà montré qu'il pouvait gérer des gros gabarits, Adesanya. Il est tellement à des années-lumière en striking que si ça reste debout et purement debout, on a du mal à voir quand même, Blachowicz réussir à placer son Polish Hammer, le marteau polonais. Mais, ouais, non, de toute façon, c'est clair. Enfin, pour moi aussi, je mets une confortable avance au niveau de mon prono, en tout cas, sur Adesanya. Mais, j'aimerais tellement réussir que Blachowicz juste ait un game plan où son but, c'est pas forcément de mettre KO Adesanya pour choquer la planète. Son but, c'est vraiment de le choper. De le choper en clinch, de le choper et de le mettre au sol. Parce que si jamais, à un des rounds, s'il se fait pas mettre KO, ce qui est possible, hein, parce que le problème, c'est qu'il a un timing qui est tellement extraordinaire et une profondeur technique qui est tellement extraordinaire que Adesanya, le problème, c'est qu'il peut mettre vraiment KO quasiment tout le monde, en fait. Les poids lourds, ça va être un peu plus compliqué, je pense, donc à voir, mais il peut vraiment mettre KO tout le monde. Mais si jamais, effectivement, Blachowicz arrive à le choper, juste vraiment à mettre la main dessus, vraiment, c'est littéralement, je serais très curieux, en fait. Parce que je suis pas sûr que Adesanya brille par sa force physique. Alors, il faudra voir, tu vois, mais et du coup, ben, j'aimerais voir comment il réagit face à un mec qui a une position dominante. Si jamais Blachowicz arrive à le mettre au sol et à être en montée ou dans la garde, je serais très curieux, en fait. Je veux juste voir ce que ça donne, quand il est face à un bon grappleur, un bon lutteur qui lui a mis la main dessus et qui, en plus, du coup, Blachowicz, c'est un tronc, hein. Enfin, c'est vraiment le mec est imbougeable, quoi. En plus, en montant de middleweight et en ne cuttant pas beaucoup de poids. Je serais très curieux. Mais ouais, voilà, Je pense que je ça favorise n'arrivera également. pas. Ouais. Ouais. Oui, parce que Malheureusement, parce que je te rejoins, j'aimerais beaucoup voir ça. ouais, non, non, c'est sûr. Mais voilà, encore une fois, le jeu de jambes, l'intelligence de déplacement, l'intelligence de combat, la gestion des distances d'Adesanya
Et le fait qu'il est constamment en train de te harceler, fait que justement c'est aussi la méthode Fernand Lopez, tu vois? Mais fait qu'il est quand même très compliqué à mettre au sol. Du coup, je pense que ça va être très compliqué. Là, son pronostic, mon cher Rust. Alors, Ouais, Adesanya, moi je mets Adesanya et puis, si ce serait impressionnant qu'il finisse Blachowicz quand même. ouais, là, ce serait fou. Ce serait fou. Ouais. Mais pour l'histoire, du coup, je vais quand même mettre le fait qu'il y arrive. Je vais mettre, round 4. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. Ok, ok. Ouais. Un petit KO, round 4. KO round 4. Ouais, parce qu'en fait, je n'exclus pas non plus, moi, tu vois, l'accumulation de dommages. Je pense clairement pas qu'il peut le finir sur un coup. Ouais, moi Par non contre, plus. je pense vraiment que ça peut, au fil des rounds, ça peut vraiment être beaucoup, beaucoup pour Jan Blachowicz. Mais j'ai du mal à le voir quand même. Idem, mais c'est pour C'est ça, moi, marrant, je vais hein? mettre décision unanime pour Israël Ouais. Adesanya. Mais j'exclus pas pour le coup. Vraiment, tu vois, je n'exclus pas qu'il se fasse finir par KO non plus. Tu vois, je pense qu'il va dominer le combat, mais à mon avis, il va y avoir 2-3 fois où on va faire ouh, 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 Ouais, ouh, ouais, ouh. Ça va crisper un petit peu. ouais, effectivement. Donc wait and see. Wait and see. Donc, dans la nuit de samedi à dimanche. Vivement, vivement, mon cher Russ, pour cette UFC 259 extrêmement dense et qui pourrait avoir des incidences potentielles absolument énormes. Bien évidemment, nous parlons de Johnny Bones Jones. Et puis voilà. Ouais. Et puis mine de rien, même aussi pour le titre bantamweight, parce que moi, en tout cas, j'ai très très envie, par contre, de voir le combat Cory Sandhagen contre Petr Yan. Ah oui. Oh là là, Ce oui. combat-là, vraiment, vraiment, vraiment. Ah ouais, C'est non, ce serait monstrueux. Techniquement, ce serait sublime. En Mm. striking particulièrement. Exactement. Bah, il y a ça, et puis tu vois, même si, allez, pareil, Blachowicz, défaite ou victoire, j'ai aussi envie de voir Blachowicz contre Thiago Santos. Il y a quelques combats, tu vois, qui potentiellement pour la Ouais. suite font Ouais, envie. ouais, la revanche. Ouais, non, j'avoue, Exactement. ça fait saliver, ça fait saliver. Bref, mon cher Rust, on se dit à très très vite pour de nouvelles aventures. Big shout out à my sweet protein. Moins 25% supplémentaire en plus des soldes avec le code la sueur et moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. À très très vite pour de nouvelles aventures. Et n'hésitez pas à participer vous aussi au pronostic en commentaire. Voilà, voilà, c'est pas une honte, hein, rassurez-vous, de se tromper. Ce n'est pas une honte. Allez, C'est même une habitude chez nous.